Les murs stériles de l'hôpital St. Jude avaient vu défiler des milliers de visages, mais aucun n'était aussi ignoré que celui d'Audrey Hart. Pour le chirurgien en chef arrogant, le Dr. Sterling, elle n'était qu'une femme de ménage en blues, une employée âgée et maladroite, bonne à rien d'autre qu'à changer les bassins hygiéniques et à essuyer des insultes. Il se moquait de son silence. Il se moquait de ses mains tremblantes. Il ne savait pas que ces mêmes mains avaient autrefois sauvé la vie d'opérateurs des forces spéciales à l'intérieur de Black Hawks en feu au-dessus de l'Hindu Kush. Il pensait détenir tout le pouvoir jusqu'au jour où les portes vitrées se brisèrent, non pas à cause d'une explosion, mais à cause du rugissement d'un Seahawk de la marine qui descendait directement sur son héliport. Il ne cherchait pas un médecin. Il réclamait à grandes cris l'infirmière qu'il venait de licencier. La pluie martelait les portes coulissantes envers des urgences du St. Jude's Medical Center, un tambourinement rythmique qui apaisait généralement Audrey Hart. Ce soir-là, cependant, il était couvert par la voix aiguë et cinglante du Dr. Gregory Sterling. « Hart, bon sang, êtes-vous en train de nettoyer le sol ou de peindre un chef-d'œuvre? » La voix de Sterling résonna dans le poste des infirmières, provoquant les ricanements de deux jeunes résidents derrière leur bloc-notes. « Nous avons un traumatisme qui arrive dans 10 minutes. Essaie de rendre le sol moins dangereux, tu veux? » Audrey ne leva pas les yeux. Elle garda les yeux fixés sur la marque sur le linoléum, serrant le manche de la serpillière juste assez pour que ses jointures blanchissent. « Oui, docteur, » répondit-elle d'une voix douce dénuée d'émotion. « Incroyable, » marmonna Sterling assez fort pour que tout le monde l'entende, avant de se tourner vers Brenda, l'infirmière en chef qui agit plus comme sa pom-pom girl personnelle que comme une professionnelle de santé. « Les RH m'envoient des vieux ratés quand je demande des spécialistes en traumatologie. Elle a au moins 40 ans et elle se déplace comme si elle était sous l'eau. » Brenda éclata d'un rire strident qui agaçait Audrey. « Elle est juste lente, Dr. Sterling. Certaines personnes ne sont pas faites pour le rythme d'un centre de traumatologie de niveau 1. Elle serait peut-être mieux à la cafétéria. » Audrey essorra la serpillière dans le seau jaune. L'eau sale tourbillonnait, sombre et trouble, tout comme ses souvenirs, même si elle les gardait enfermés derrière une porte en acier dans son esprit. Elle n'était pas lente. Elle était réfléchie. Chaque mouvement qu'elle faisait était calculé pour économiser son énergie. Une habitude acquise au cours de garde de 72 heures dans des hôpitaux de campagne enfumés où tout mouvement inutile signifiait des secondes perdues, et des secondes perdues signifiaient la mort. Mais ici, dans le monde immaculé et éclairé par des néons de la médecine civile, son économie de mouvement était confondue avec de la léthargie. Son silence était confondu avec de la stupidité. Elle poussa le seau vers le placard à balai, passant devant la salle de traumatologie, où Sterling se languissait devant la résidence. C'était un homme grand, d'une beauté superficielle, avec une mâchoire qu'il admirait clairement chaque matin dans le miroir. C'était un chirurgien compétent, techniquement parlant, mais son ego occupait plus d'espace dans la pièce que les brancards. Écoutez bien. Sterling faisait la leçon, gesticulant avec un scalpel qu'il n'avait pas encore utilisé. En traumatologie, vous êtes des dieux. Vous décidez qui vit, qui meurt. Vous n'hésitez pas. Vous ne reculez pas, contrairement à certains membres du personnel qui sursautent au bruit d'un plateau qui tombe. Il jeta un regard dédaigneux vers le placard où Audrey rangeait le balai. Plus tôt, un plateau métallique était tombé bruyamment sur le sol et Audrey s'était instinctivement accroupie, scrutant les environs. C'était un réflexe, un tic lié au syndrome de stress post-traumatique qu'elle n'avait pas réussi à éliminer. À leurs yeux, elle ressemblait à un lapin effrayé. Audrey sortit du placard en lissant sa blouse bleu marine. Elle se dirigea vers le porte-dossier des patients, espérant trouver une simple lacération ou une fièvre à soigner, quelque chose qui l'éloignerait de l'orbite de Sterling. « Non, non », intervint Brenda en se plaçant devant le porte-dossier. « Le Dr. Sterling veut son café, noir, avec 2 sucres, et vérifier le lit 4. » L'homme ivre vomit à nouveau. « Nettoyez ça. » Audrey regarda Brenda. La femme était plus jeune, peut-être 30 ans, avec un maquillage parfait qui, d'une manière ou d'une autre, ne s'était jamais estompé pendant une garde de 12 heures. « Je suis infirmière diplômée, Brenda, pas femme de ménage. Le personnel d'entretien est en pause, mais je peux les appeler. Je suis l'infirmière responsable. » Brenda rétorqua sèchement, son sourire disparaissant. « Et je vous dis de nettoyer le lit 4,
À moins que vous ne vouliez que je vous signale à nouveau pour insubordination, je suis sûr que la direction serait ravie d'apprendre que la nouvelle recrue refuse d'obéir à des ordres directs. Audrey soutint le regard de Brenda pendant une seconde. À cet instant, une lueur froide et dangereuse brilla dans les yeux d'Audrey. Le regard d'une femme qui avait autrefois fixé un chef de guerre dans une tente de négociation à Kandahar. Brenda cligna des yeux, recula d'un demi-pas, soudainement déstabilisée sans savoir pourquoi. Puis le masque se remit en place. Audrey baissa les yeux. « Je m'en occupe. » « Bien, dit Brenda, la voix légèrement tremblante avant de retrouver son sang-froid. « Et dépêchez-vous. Le carambolage est à 5 minutes d'ici. » Alors qu'Audrey se dirigeait vers le lit numéro 4, elle consulta sa montre. C'était une vieille G-Shock abîmée, très différente des Apple Watch que portaient les autres infirmières. Elle tapota le cadran. 5 minutes. Elle savait ce que cela signifiait. Elle pouvait sentir le changement de pression atmosphérique, l'électricité statique qui précédait le chaos. Elle l'avait ressenti à Fallujah, en Syrie, dans des endroits qui n'existaient pas sur les cartes officielles. Elle tira le rideau autour du lit numéro 4. Le patient, un vieil homme sans domicile fixe nommé Silas, que le personnel ignorait généralement, leva les yeux, encore groggy. « Désolé, ma chérie, » marmonna-t-il en s'essuyant la bouche. « Je suis malade comme un chien. » « Ce n'est pas grave, Silas, » dit Audrey doucement, sa voix passant instantanément du ton monotone qu'elle utilisait avec le personnel à un ton chaleureux et apaisant. Elle s'affaira efficacement à le nettoyer, à vérifier ses signes vitaux et à ajuster le débit de sa perfusion, que quelqu'un avait réglé trop fort. « Vous êtes déshydraté. C'est pour cela que vous avez des nausées. Je ralentis la perfusion. Vous vous sentirez mieux dans un instant. Vous êtes gentille, » marmonna Silas en fermant les yeux. « Plus gentil que le type bruyant en blouse blanche. Il me fait peur. Il se fait peur à lui-même. »« Silas, » murmura Audrey en remontant la couverture jusqu'à son menton. « Repose-toi maintenant. » Elle sortit de derrière le rideau juste au moment où les lumières rouges au-dessus des portes de la baie commencèrent à clignoter. Les portes de la baie des ambulances s'ouvrirent dans un sifflement, laissant entrer une rafale de vent et de pluie. « C'est l'heure du spectacle! Tout le monde! » cria Sterling en frappant dans ses mains. « Voyons si nous pouvons sauver des vies, malgré l'incompétence du personnel de soutien. » Audrey se tenait près du mur, invisible, attendant. Elle savait que la tempête n'était pas seulement dehors, comme elle franchissait les portes. Les urgences explosèrent dans un chaos contrôlé. 3 brancards furent amenés simultanément par des ambulanciers qui semblaient trempés et épuisés. « Collision multiple sur la I-95 » cria le chef des ambulanciers. « Nous avons un homme de 45 ans, conducteur non attaché, traumatisme contondant à la poitrine. Une passagère de 20 ans, présentant de graves lacérations et une possible hémorragie interne, et un enfant, âgé de quelques années, inconscient, dont les signes vitaux sont en baisse. Je m'occupe du conducteur dans la salle 1. » Sterling aboya, se précipitant vers l'avant. « Resnick, tu t'occupes de la file dans la salle 2. Brenda emmène l'enfant dans la salle 3 et appelle la pédiatrie. Dites-leur de venir immédiatement. » La salle devint un véritable chaos, entre les cris, le bruit des velcros qui s'arrachaient et les alarmes stridentes des moniteurs cardiaques. Audrey se déplaça pour aider Resnick dans la salle 2, mais Brenda la repoussa. « Pas leur cœur. Nous avons besoin de garrots et de solutions salines dans la salle 1. Va faire la course. Ne touche pas d'eau patient. » Audrey ne discuta pas. Elle courut jusqu'à la salle de fourniture, attrapa des brassées de poches de solutions salines et de compresses pour traumatisme, puis revint en sprintant vers la salle 1. Sterling criait des ordres à une vitesse effrayante. La tension artérielle s'effondre. Il a un pneumothorax. J'ai besoin d'une aiguille de calibre 14 immédiatement. Audrey tendit l'aiguille à un interne qui la fit tomber dans sa nervosité. L'aiguille tomba bruyamment sur le sol. « Espèce d'idiot !» rugit Sterling. « Va en chercher une autre. » Le résident se figea. Le patient sur la table devenait bleu, sa trachée déviait vers la gauche. Il ne lui restait que quelques secondes avant que son cœur ne s'arrête à cause de la pression qui s'accumulait dans sa poitrine. Audrey vit les mains du résident trembler. Il n'arrivait pas à ouvrir l'emballage de la nouvelle aiguille assez vite. Sterling était occupé à essayer de l'intuber et ne pouvait pas l'aider. Sans réfléchir, Audrey intervint. C'était un réflexe musculaire. C'était un instinct affûté par une décennie passée à maintenir des soldats en vie dans la boue.
Elle ne saisit pas l'aiguille avec laquelle le résident se débattait. Elle fouilla dans sa poche où elle gardait ses propres ciseaux de traumatologie et une aiguille de décompression de rechange, une habitude qu'elle ne pouvait pas perdre. D'un mouvement fluide, elle s'approcha du côté droit du patient, palpa le deuxième espace intercostal au niveau de la ligne médioclaviculaire et enfonça l'aiguille. Un sifflement aigu d'air s'échappant remplit le petit silence de la salle. La poitrine du patient se souleva. La couleur revint instantanément sur son visage. Les bips frénétiques du moniteur ralentirent pour adopter un rythme régulier. Audrey fixa le cathéter avec du sparadrap et recula, le visage impassible. Silence. Silence absolu et stupéfait. Le résident la fixait. Brenda la fixait, la bouche ouverte. Lentement, le Dr. Sterling leva les yeux de l'intubation. Il regarda l'aiguille qui sortait de la poitrine du patient. Puis il regarda Audrey. Son visage prit une teinte violette qui correspondait aux ecchymoses du patient. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» murmura Sterling, la voix tremblante de rage. Il était en train de s'effondrer. « Docteur, » dit Audrey calmement, le résident était en danger. Le pneumothorax sous tension a été soulagé. La saturation remonte à 95. Vous, Sterling s'éloigna de la table, arrachant ses gants. Vous êtes infirmière. Vous êtes infirmière gériatrique. Vous n'effectuez pas de procédure invasive dans mon service d'urgence. Vous auriez pu le tuer. Je l'ai sauvé, dit Audrey en levant légèrement le menton. Il aurait fait un arrêt cardiaque dans 10 secondes. Je me fiche que vous ayez transformé l'eau en vin, hurla Sterling en s'approchant d'elle. Il la dominait de toute sa hauteur, utilisant son gabarit pour l'intimider. Vous n'êtes pas habilité à pratiquer cette intervention dans cet établissement. C'est une agression. C'est une faute professionnelle. Vous êtes un risque. Dr. Sterling, le patient est stable, intervint Resnick depuis la salle voisine, essayant de désamorcer la situation. Taisez-vous, Resnick. Sterling se retourna vers Audrey. Retirez-le. Audrey cligna des yeux, docteur. Sortez. Sterling désigna les portes automatiques. Vous êtes renvoyé, immédiatement. Prenez vos affaires et quittez mon étage avant que je ne fasse appel à la sécurité pour vous expulser. Je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans un hôpital de cet été. Vous êtes fini. Toute l'équipe des urgences observait la scène. Les ambulanciers, les autres infirmières, les patients conscients. Audrey regarda autour d'elle. Elle vit de la pitié dans certains regards, de la satisfaction dans celui de Brenda. Elle sentit un poids familier dans sa poitrine, le poids de l'injustice, mais elle avait déjà dû avaler pire que l'ego d'un médecin civil. Elle détacha son badge d'identification. « Très bien, » dit-elle doucement. Elle posa le badge sur le plateau métallique à côté de la poubelle pour déchets biologiques dangereux. « Bonne chance pour votre garde, » dit-elle avant de se retourner et de s'éloigner. La marche de la honte, elle sentait le regard de Sterling la transpercer dans son dos. « Et ne comptez pas sur une référence, » lui cria Sterling. Audrey poussa les portes de la salle d'attente, l'air froid lui frappant le visage. Elle passa devant les familles perplexes, devant le gardien de sécurité qui lui fit un signe de tête et sortit dans la nuit pluvieuse. Elle se tint sous l'auvent de l'entrée de l'hôpital, la pluie trempant le bas de son pantalon de travail. Elle fouilla dans sa poche pour trouver ses clés de voiture. Ses mains tremblaient enfin, maintenant que l'adrénaline s'estompait. Elle était au chômage. Elle avait un loyer à payer. Elle avait essayé de mener une vie normale, une vie tranquille, et elle avait échoué. « Peut-être que je suis brisée, » pensa-t-elle. « Peut-être que je n'ai pas ma place ici. » Elle s'apprêtait à sortir sous la pluie pour se diriger vers le parking lorsqu'un bruit la fit se figer. Au début, c'était un faible vrombissement qui faisait vibrer la semelle de ses baskets. Puis cela devint un battement rythmique qui faisait trembler les fenêtres de l'hôpital derrière elle. Le bruit devint plus fort, plus grave, un bruit qu'elle connaissait mieux que les battements de son propre cœur. Des Reuters, mais ce n'était pas l'hélicoptère médical standard qui transportait les patients traumatisés. L'hélicoptère médical faisait un bruit de tondeuse à gazon, aigu et plaintif. Ce bruit était lourd, agressif. C'était le bruit de la puissance brute et des moteurs à turbine de qualité militaire. Audrey leva les yeux vers les nuages d'orage qui traversaient de la pluie, éclairés par des projecteurs, et vit une forme sombre et massive descendre. Il ne se dirigeait pas vers l'héliport sur le toit. Il descendait en plein milieu du parking de l'hôpital, soufflant les suspensions des voitures et projetant des débris.
C'était un Sikorsky MH-60 Seahawk, peinture gris foncé, aucun marquage médical. Le vent provenant des rotors faillit renverser Audrey. Elle se protégea les yeux contre les projections de sable. La porte latérale de l'hélicoptère s'ouvrit avant même que les roues ne touchent l'asphalte. À l'intérieur de l'hôpital, le personnel des urgences s'était précipité vers les fenêtres. Sterling, Brenda et les résidents pressaient leur visage contre la vitre, observant la scène avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Brenda, la voix aiguë de panique. « C'est un accident ?» « Non, répondit Sterling en fronçant les sourcils. C'est la marine. » Deux silhouettes sautèrent de l'hélicoptère. Elles étaient vêtues d'un équipement tactique complet, d'uniformes multicam, d'étuis de jambes et de casques de communication. Ce n'étaient pas des médecins, mais des soldats. Ils coururent vers l'entrée des urgences, ignorant le gardien de sécurité qui se cachait derrière un pilier. Audrey resta sur place. Elle reconnut leur démarche. Elle reconnut leur urgence. Le soldat en tête, un homme imposant avec une barbe épaisse et le grade de sergent-chef visible sur son écusson, la vit debout sous l'auvent. Il s'arrêta brusquement à 3 mètres d'elle. Il regarda sa blouse mouillée. Il regarda son visage fatigué. « Audrey !» rugit le soldat par-dessus le bruit des rotors. « Audrey !» Mon cœur. Audrey se redressa, passant instantanément du statut d'infirmière licenciée à quelque chose de complètement différent. Sergeant Miller. Le soldat courut vers elle, à bout de souffle. « Dieu merci, nous vous avons trouvé. Nous avons suivi votre téléphone. » Les portes de l'hôpital s'ouvrirent derrière Audrey. Sterling et Brenda sortirent en courant, suivis par les agents de sécurité. « Hé !» cria Sterling, essayant de reprendre le contrôle de la situation chaotique. « Vous ne pouvez pas atterrir ici. C'est une propriété privée. Je vais appeler la police. » Le sergent-chef ne regarda même pas Sterling. Il garda les yeux rivés sur Audrey. « Nous avons besoin de vous, » dit le sergent d'une voix désespérée. « C'est le colonel. Il a été gravement blessé. Les médecins du secteur privé ne parviennent pas à le stabiliser. Ils demandent le fantôme. Ils vous demandent. » Sterling se figea. « Le fantôme ?» Audrey regarda le sergent, puis l'hélicoptère. « Je ne suis plus en service actif, Miller. Je suis civil. Je viens d'être licencié. » Le sergent s'approcha. « Audrey, c'est Reaper. C'est Sullivan. Il a reçu 3 balles lors d'un exercice qui a mal tourné. Il lui reste peut-être 1 heure à vivre. Il ne laisse personne d'autre le toucher. Il a dit, « Trouvez-moi un cœur ou laissez-moi me vider de mon sang. » Le cœur d'Audrey s'arrêta de battre. Sullivan, l'homme qui l'avait sorti d'un convoi en feu à Alep, l'homme à qui elle devait tout. Elle regarda Sterling. Le médecin lui semblait maintenant petit, insignifiant. « J'ai besoin d'une combinaison de vol, » dit Audrey, sa voix tranchant le bruit comme une lame. « Dans l'hélico, » dit Miller. « Allons-y. » Audrey fit un pas, puis s'arrêta. Elle se tourna lentement vers le Dr. Sterling. La pluie coulait de son nez. Il semblait terrifié par les soldats de l'hélicoptère et soudainement par elle. « Dr. Sterling, » dit Audrey d'une voix claire, « vous aviez raison sur un point. »« Lequel ?» balbutia Sterling. « Je n'ai pas ma place dans votre hôpital. » Elle se retourna et sprinta vers l'hélicoptère. L'intérieur du MH-60 Seahawk était un monde assourdissant et vibrant d'acier et d'ombre, un monde qu'Audrey Hart n'avait pas habité depuis 5 ans. Alors que l'hélicoptère virait brusquement, laissant loin derrière lui les lumières de la ville et de l'hôpital, la transition en elle était presque physique. La posture abachie qu'elle avait adoptée pour paraître inoffensive aux yeux de l'administration de l'hôpital disparut. Elle se redressa, ses yeux habituellement baissés pour éviter toute confrontation avec Brenda ou le Dr. Sterling, balayaient désormais la cabine avec une vigilance prédatrice. Le sergent Miller lui tendit un casque. Elle le glissa sur ses oreilles, le rugissement des rotors s'atténuant pour devenir un bourdonnement sourd dans la boucle de communication. « C'est Trep Miller, » dit Audrey. Sa voix dans l'interphone était méconnaissable par rapport à celle de l'infirmière à la voix douce qui venait d'être licenciée. Elle était dure et dépourvue de toute amabilité. Le colonel Sullivan dirigeait un exercice d'entraînement avec une unité partenaire du SS près du littoral. Miller expliqua d'une voix tendue, réprimant sa panique. Exercice de tir réel. Quelque chose a mal tourné. Un ricochet ou un raté. Nous ne savons pas encore. Mais une balle de 50 à 56 mm a pénétré dans le cadran inférieur de l'abdomen, a effleuré l'os iliaque et s'est fragmenté.
Il a des éclats d'obus près de la colonne vertébrale et une hémorragie interne importante. Audrey ferma les yeux pendant une seconde, visualisant l'anatomie. Qui s'occupe de lui? Nous avons un médecin de campagne, le caporal Jenkins. Il est compétent, mais il a 22 ans et il tremble. Sullivan a refusé l'évacuation médicale vers l'hôpital militaire. Il a dit, Miller fit une pause regardant Audrey avec un mélange de révérence et de crainte. Il a dit, trouvez le fantôme. Si je dois mourir, je veux que ce soit elle qui me dise que c'est l'heure. Il ne va pas mourir. Audrey prononça cette phrase. Ce n'est pas un espoir, mais un ordre. Miller a pointé du doigt un sac de voyage fixé par un filet à ses pieds. Nous avons pris votre ancien équipement dans le local de stockage que vous nous avez autorisé à garder, ainsi qu'une combinaison de vol. Pouvez-vous vous changer? Audrey n'a pas hésité. La pudeur était d'un luxe réservé aux civils. Dans la faible lumière rouge tactique de la cabine, elle a retiré la blouse bleue tachée et trop large qui symbolisait ses mois d'humiliation à St. Jude. Elle l'a jetée dans un coin comme une peau morte. Elle enfila la combinaison de vol aux lèvres, la fermant jusqu'au cou. Elle laissa ses bottes tactiques. Lorsqu'elle se retourna vers Miller, Audrey Hart, l'infirmière, avait disparu. À sa place se trouvait le lieutenant-commandant Red. Audrey Hart, nom de code Ghost, la légendaire spécialiste des traumatismes qui avait réécrit les manuels de terrain sur la réanimation en cas de dommages pendant les jours les plus sombres des guerres du désert. Elle demanda quel était le temps d'arrivée estimé. 6 minutes. Nous l'emmenons à la base aéronavale. Ils ont une salle de traumatologie stérile dans le hangar 4, mais les chirurgiens locaux refusent d'intervenir. Sullivan a menacé de tirer sur quiconque le toucherait avant votre arrivée. Audrey eut un petit rire sec. Ça lui ressemble bien. Une vieille mule têtue. Elle ouvrit la trousse médicale que Miller avait apportée. Ses mains, que le Dr. Sterling avait raillées parce qu'elles tremblaient, bougeaient avec une précision fluide et terrifiante. Elle vérifia le lingoscope, les lames de scalpel, les agents chauffants. Tout était exactement là où elle l'avait laissé il y a 5 ans. « Quelle est l'importance de la perte de sang? » demanda-t-elle. « Choc de classe 3, tension artérielle de 80/50, fréquence cardiaque de 130. Il est conscient, mais à peine. Appelez l'équipe au sol, ordonna Audrey. Je veux 4 unités de O négatif réchauffées et prêtes. Je veux un récupérateur de cellules et dites-leur de faire sortir de la salle tous ceux qui n'ont pas d'étoile sur l'épaule ou de scalpel à la main. Je ne veux pas de public. Bien reçu, fantôme, dit Miller, un sourire illuminant son visage barbu. Bon sang, ça fait du bien de te revoir. Audrey regarda par le hublot. La pluie fouettait la vitre, brouillant les lumières de l'aérodrome qui approchait. En dessous, elle pouvait voir les lumières clignotantes d'un convoi qui attendait sur le tarmac. Pendant des mois, elle avait été la femme de ménage en blues. Elle avait laissé le Dr. Sterling la réprimander. Elle avait laissé Brenda lui assigner les tâches les plus pénibles. Elle l'avait faite parce qu'elle pensait vouloir la paix. Elle pensait vouloir laisser derrière elle le sang et le bruit. Mais alors que l'hélicoptère commençait son atterrissage agressif, freinant brusquement et descendant rapidement, Audrey comprit la vérité. Elle ne voulait pas la paix, elle voulait être utile. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le bourdonnement électrique d'un but dans ses veines. Les roues heurtèrent le béton. La porte latérale s'ouvrit brusquement. « Allez, allez, allez !» cria Miller. Audrey sauta sous la pluie et courut vers l'ambulance qui les attendait pour les emmener au hangar 4. Elle ne regarda pas en arrière vers la ville. Elle ne pensa pas à St. Jude, à cette vie qui était terminée. La mission avait commencé. La salle de traumatologie à l'intérieur du hangar 4 contrastait fortement avec la salle blanche et brillante de St. Jude. Elle sentait le kérosène et l'antiseptique. L'éclairage était cru, provenant de lampes halogènes suspendues à des poutres en acier. Au centre de la pièce, entouré de médecins militaires à l'air nerveux et d'un médecin civil terrifié qui avait été amené de la clinique de la base, gisait le colonel James Reaper Sullivan. C'était un homme imposant, une montagne de muscles et de cicatrices, désormais pâle et transpirant abondamment. Sa respiration était superficielle et rapide. Audrey fit irruption par les doubles portes. Miller la suivait de près. La pièce devint silencieuse. Le médecin civil, un homme nommé Dr. Harris, s'avança. « Qui êtes-vous? Nous avons besoin d'un chirurgien vasculaire, pas d'un autre médecin.
Éloignez-vous du patient, dit Audrey. Elle ne cria pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix avait le poids d'une autorité absolue. Elle se dirigea directement vers le brancard. Les yeux de Sullivan étaient mi-clos, mais lorsqu'il la vit, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu en as mis du temps, haleta-t-il. Il y avait beaucoup de circulation. »« J'ai dû sortir les poubelles d'abord, » répondit Audrey en lui saisissant le poignet pour vérifier son pouls radial. Il était à peine perceptible. « Tu as une mine affreuse, Jim. »« Je me sens affreux, » grogna-t-il. Audrey se tourna vers la pièce. « J'ai besoin d'une échographie rapide. Jenkins, accroche cette poche de sang. Sac de pression, appuie dessus. Harris, tu t'occupes des voies respiratoires. S'il arrête de respirer, intube-le. Ne fais pas d'erreur. » Le de Harris se hérissa. « Écoutez-moi bien. Je suis le médecin le plus haut gradé de cette base, et c'est moi qui le garde en vie. » Alia. Audrey s'écria, sans même le regarder, tandis qu'elle coupait l'uniforme de Sullivan avec des ciseaux à traumatisme. « Si vous voulez comparer les grades, nous pouvons le faire plus tard. Pour l'instant, si vous ne sécurisez pas ces voies respiratoires, je demanderai au sergent Miller de vous faire sortir de cette pièce. » Physiquement, Miller fit un pas vers le médecin, la main posée sur son arme de poing. Le docteur Harris déglutit péniblement et se dirigea vers la tête du lit, saisissant le sac d'ambulancier. Audrey se concentra sur la blessure. Elle était horrible. L'entrée de la balle se trouvait juste au-dessus de la crête iliaque droite. La sortie de la balle, il n'y avait pas de sortie de balle. « La balle est toujours à l'intérieur, » murmura Audrey. Miller, sonde. Elle saisit la sonde à ultrasons et la pressa contre l'abdomen de Sullivan. L'écran s'alluma. Un liquide sombre remplissait la cavité abdominale. « Il saigne à l'intérieur, » annonça-t-elle. Le fragment a entaillé l'artère iliaque commune. Nous n'avons pas le temps de faire un scanner. Nous devons l'opérer. Ici, maintenant, ici. Le docteur Harris poussa un cri aigu. Ce n'est pas une salle d'opération stérile. Le risque d'infection. L'infection ne le tuera pas, car il sera mort dans 3 minutes à cause de l'hémorragie. Audrey cria. Un scalpel. Un jeune médecin lui mit le scalpel dans la main. Jim. Audrey se pencha vers l'oreille de Sullivan. Je vais devoir vous administrer de la kétamine et du propal. Vous vous réveillerez indolori, mais vous vous réveillerez. Vous me faites confiance? Sullivan la regarda, ses yeux s'éclairant un instant. Avec ma vie, fantôme, administrez toujours les médicaments, ordonna Audrey. Alors que les yeux de Sullivan se fermaient, Audrey prit une profonde inspiration. Elle fit abstraction du bruit de la pluie sur le toit du hangar. Elle fit abstraction de l'odeur du carburant. Elle visualisa l'anatomie sous la peau. Elle pratiqua l'incision, une laparotomie médiane s'étendant du xiphoïde au pubis. Le sang jaillit immédiatement, sombre et violent. Aspiration, ordonna-t-elle. Plus de tours. Compresse. Compresse. Ses mains bougeaient à toute vitesse. Elle plongea la main dans la cavité abdominale, ses doigts tâtonnant à l'aveuglette dans la mare de sang pour trouver la source. Elle sentit la déchirure dans l'artère. Elle était irrégulière et palpitait faiblement. « J'ai trouvé la source du saignement, » dit-elle d'une voix calme. « Pince vasculaire. » Elle pinça l'artère. Le flux sanguin s'arrêta immédiatement. Les moniteurs qui avaient émis un faible signal d'alarme commencèrent à se stabiliser. « La pression se stabilise, » annonça Jenkins. « 90 sur 60. »« OK, » soupira Audrey. « Maintenant, le plus difficile. Je dois suturer ça. Le fragment est coincé contre les vertèbres lombaires. Si je le bouge mal, je le paralyse. » Pendant l'heure qui suivit, le cintre resta silencieux, à l'exception du bip rythmique du moniteur et des ordres discrets d'Audrey. Pince 50, écarteur proline. Elle travaillait avec une délicatesse qui contrastait avec la brutalité de l'environnement. Elle disséqua les tissus autour de l'artère, retira le fragment métallique irrégulier qui appuyait dangereusement contre la racine nerveuse et sutura la paroi du vaisseau. C'était une opération qui aurait été difficile à réaliser dans une salle d'opération de la clinique Mayo avec une équipe complète. Audrey la réalisait dans un hangar avec un kit de terrain. « Suture terminée, » murmura-t-elle. « Je relâche la pince maintenant. » Elle relâcha la pince métallique. Elle observa. Aucune fuite de sang. Le pouls dans l'artère était fort et rythmé. « Le flux est rétabli, » dit-elle. « Il reprend des couleurs. » Un soupir collectif parcourut la pièce. Le sergent Miller s'affaissa contre le mur, essuyant la sueur de son front.
essuyant-la. Même le Dr. Harris la regardait avec des yeux écarquillés, stupéfait. C'était Harris balbutia. Je n'ai jamais vu une réparation comme celle-là. La rapidité, la technique. Audrey ne répondit pas. Elle commença à refermer l'abdomen. Ses pointes de suture étaient nettes et efficaces. Préparez-le pour le transport à Walter Reed une fois qu'il sera stable, dit-elle, avant de finalement reculer et d'enlever ses gants ensanglantés. Mais il est tiré d'affaire. Elle se dirigea vers un évier métallique dans le coin et commença à se frotter les mains et les bras, l'eau devenant rouge. Elle se regarda dans le reflet du métal poli. Ses cheveux étaient en bataille, son visage couvert de sueur et une trace de sang de Sullivan sur la joue. Elle se sentait épuisée, mais elle se sentait aussi vivante. « Madame, dit-il en se retournant. C'était le sergent Miller. Il tenait un téléphone satellite. C'est le général Holloway du Pentagone. Il veut un rapport de situation et il veut savoir pourquoi diable vous travaillez comme concierge dans un hôpital civil. » Audrey s'essuya les mains avec une serviette en papier. Un regard froid et dur apparut dans ses yeux. « Donnez-moi le téléphone, dit-elle. Et Miller, oui, Ghost, préparez à nouveau l'hélicoptère. Une fois que j'aurai parlé au général, j'ai une affaire à régler. »« De retour à Saint Jude, demanda Miller, l'air entendu. « De retour à Saint Jude, confirma Audrey. Le Dr. Sterling a renvoyé une infirmière ce soir. Je pense qu'il est temps qu'il rencontre le commandant. » L'hôpital Saint Jude était en état d'alerte. Cela faisait 2 heures que l'hélicoptère noir avait décollé, emportant avec lui l'infirmière incompétente et les soldats mystérieux. La pluie avait cessé, mais l'atmosphère à l'intérieur des urgences était électrique, empreinte de confusion et de peur. Le Dr. Sterling faisait les 100 pas dans le poste des infirmières, essayant de projeter une image d'autorité, mais ses mains tremblaient. Il avait répondu aux appels du directeur de l'hôpital, de la police locale et de la FA pendant les 90 dernières minutes. « Je vous le dis, je ne sais pas qui ils étaient, » cria Sterling au téléphone, le visage rouge. « Ils ont commis une intrusion. Ils ont détruit 3 voitures dans le parking et ils ont kidnappé un membre du personnel. » Il raccrocha violemment le combiné. Brenda était assise à son bureau, parcourant son téléphone, le visage pâle. « Dr. Sterling, » murmura-t-elle, « vous devez voir ça. Pas maintenant. Brenda, je dois trouver comment expliquer ça au conseil d'administration. Greg, regarde. » Elle lui mit le téléphone sous le nez. C'était une vidéo de quelques secondes. Elle avait été filmée par un adolescent dans la salle d'attente à travers les portes vitrées. La légende disait « Votre les Navy SEALs font une descente à l'hôpital pour sauver une infirmière. » La vidéo était tremblante, mais l'image était claire. Elle montrait l'hélicoptère atterrissant, l'imposant soldat sautant à l'extérieur et l'interaction avec Audrey. Elle montrait Sterling criant, paraissant petit et impuissant à côté du gigantesque sergent-chef. Mais le plus accablant était l'audio. L'adolescent était suffisamment près de la porte pour avoir capté le cri du sergent. « C'est Reaper », il demande le fantôme. « Il te demande. » La vidéo avait déjà été visionnée 2,4 millions de fois. « Liste les commentaires », dit Brenda, la voix tremblante. Sterling plissa les yeux pour lire le texte qui défilait. « Utilisateur 77. OFG. C'est Audrey Hart. Mon père a servi avec elle à Carbell. Ce n'est pas une infirmière. C'est une légende. Utilisateur Marine SL01, le fantôme. C'est l'ange de Cora Ringgold. Elle a sauvé tout mon peloton en 2018. Qui est cet idiot de médecin qui crie sur une ancienne vétérinaire? Ce médecin, c'est le Dr. Gregory Sterling de St. Jude. Il est cuit. On ne manque pas de respect à une récipiendaire de la Navy Cross. Le Navy Cross, Sterling murmura, le sang se retirant de son visage. C'est impossible. C'est une intérimaire. Elle a fait tomber un plateau d'instruments ce matin. Elle faisait semblant, dit Brenda, réalisant l'horreur de sa propre complicité. Elle faisait profil bas et nous l'avons traitée comme de la merde. Soudain, les portes automatiques des urgences s'ouvrirent, mais ce n'était pas un patient. 4 hommes en costume sombre entrèrent. Ils se déplaçaient avec une efficacité synchronisée, telle celle des requins. Ils étaient suivis d'un homme vêtu d'un uniforme de marine impeccable, avec 2 étoiles brillantes sur les épaules. Le contre-amiral Holloway. Les urgences devinrent silencieuses. Même les patients cessèrent de gémir. L'amiral balaya la pièce du regard, ses yeux se posant sur le Dr. Sterling comme un laser. Il s'approcha, ses pas résonnant sur le linoléum. «
Dr. Gregory Sterling, demanda l'amiral. Sa voix était polie, mais elle trahissait un immense danger. Oui, je suis le chef du service de chirurgie, balbutia Sterling en redressant sa blouse blanche. Si c'est au sujet de l'hélicoptère, j'ai déjà porté plainte auprès de la police. Il s'agissait d'une mise en danger imprudente de mon établissement. Et je ne suis pas ici pour parler de l'hélicoptère, l'interrompit calmement Holloway. La marine américaine vous remboursera les dommages causés à votre parking. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel de Sterling. Je suis ici au sujet du lieutenant-commandant Audrey Hart. Sterling déglutit. Elle a été licenciée pour incompétence. Elle a pratiqué une intervention non autorisée. Incompétence. Holloway répéta le mot comme s'il goûtait quelque chose de pourri. Il se tourna vers l'un des hommes en costume. « Agent Vance, lancez la vidéo. » L'un des hommes en costume brandit une tablette. Elle montrait les images de vidéosurveillance de la baie 1 capturées quelques heures auparavant. On y voyait le résident se figer. On y voyait le patient mourir. Puis on y voyait Audrey intervenir rapidement, efficacement, parfaitement, et insérer l'aiguille qui sauva la vie de l'homme. Nous avons visionné les images. Holloway a déclaré qu'il s'agissait d'une thoracotomie à l'aiguille effectuée en moins de 3 secondes, comme dans les manuels. Le patient, M. D. John Doe, est actuellement dans un état stable dans votre unité de soins intensifs grâce à elle. Si elle n'avait pas agi, il serait mort. Est-ce là votre définition de l'incompétence, docteur? Elle n'avait pas les privilèges nécessaires et faiblement rétorqué Sterling. C'est une responsabilité. La femme que vous avez licenciée, a poursuivi Holloway, ignorant l'excuse, est l'une des spécialistes en traumatologie de combat les plus décorées de l'histoire du corps médical de la Marine. Elle a effectué 4 missions dans le cadre d'opérations conjointes, opérations spéciales conjointes. Elle a reçu la Navy Cross for Valor. Elle a pris sa retraite pour s'occuper de sa mère malade et voulait mener une vie tranquille. Elle voulait servir votre communauté. Holloway s'est penché vers lui. Son visage à quelques centimètres de celui de Sterling. Et au lieu d'utiliser ses compétences pour sauver des vies, vous l'avez mise à nettoyer les sols et vous l'avez humilié parce que sa compétence discrète menaçait votre ego fragile. Écoutez, a tenté de rétorquer Sterling, vous ne pouvez pas me parler comme ça. C'est moi qui dirige cet établissement, dit une nouvelle voix. Sterling se retourna. Derrière l'amiral se tenait le docteur Pinter, le directeur de l'hôpital. Il avait l'air furieux. « Directeur Pinter, dit Sterling, soulagé. Dites à ces hommes de partir. Faites vos valises, Gregory, dit Pinter froidement. J'ai vu la vidéo. J'ai vu les commentaires. Les téléphones des donateurs n'ont pas arrêté de sonner pendant 1 heure, menaçant de retirer leur financement si le médecin qui a licencié le héros de guerre n'était pas renvoyé. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête du conseil médical. » Sterling regarda autour de lui. Les résidents le fixaient du regard. Brenda regardait ses chaussures. Le gardien de sécurité souriait. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura Sterling. « C'est fait, » dit Pinter. « Amiral. » Pinter s'adressa au militaire. « Elle revient? Nous serions honorés de la réintégrer avec une promotion, une place d'infirmière en chef, tout ce qu'elle veut. » Holloway regarda sa montre. « Elle est actuellement en route pour revenir ici, mais pas pour travailler. Elle a oublié quelque chose et elle veut rendre visite à un patient. »« Un patient? » demanda Pinter. « Un certain M. Silas Vance, » répondit Hay en lisant un dossier. « Un vétéran sans domicile fixe dont elle s'occupait lorsqu'elle a été licenciée. Elle veut s'assurer que son plan de soins est respecté. » Sterling sentit une vague de nausée le submerger. Le sans-abri, l'homme qui lui avait dit d'ignorer. « Elle revient. » Brenda poussa un cri aigu. « Oh oui. » Holloway sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. Et elle amène le colonel avec elle. Il a insisté pour rencontrer l'homme qui a traité son sauveur de domestique. À ce moment-là, le bruit revint. Le vrombissement profond des rotors fit vibrer les portes vitrées. Elle était de retour, et cette fois, elle n'entrait pas par l'entrée de service. Le retour du MH-60 Seahawk était différent cette fois-ci. Lorsqu'il avait atterri pour la première fois, c'était une invasion, un choc pour le système d'un parking d'hôpital calme et glissant sous la pluie. Maintenant, alors que les rotors battaient l'air jusqu'à le soumettre, le bruit ressemblait à un jugement. À l'intérieur de la salle des urgences, l'atmosphère était suffocante.
Le docteur Gregory Sterling se tenait près du poste des infirmières, le visage figé dans une expression d'arrogance défaillante. Le directeur Pinter lui avait retiré son badge, mais il n'était pas encore parti. Il ne pouvait pas. Son ego ne lui permettait pas de s'enfuir comme un criminel. Il devait avoir le dernier mot. Il devait prouver qu'il était victime d'une réaction militaire excessive. Les portes automatiques s'ouvrirent, mais personne ne passa immédiatement. Deux marines en uniforme bleu marine entrèrent d'abord, avec des mouvements synchronisés et précis pour tenir les portes. Puis un fauteuil roulant fut guidé à l'intérieur. Le colonel James Sullivan était assis dedans. Il était pâle, une perfusion dans le bras, et un pansement frais visible sous sa veste d'uniforme déboutonné, mais ses yeux étaient vifs, scrutant la pièce avec l'intensité d'un système d'armes, acquérant d'une cible. Audrey Hart poussait le fauteuil roulant. Elle portait toujours sa combinaison de vol olive, désormais tachée du sang du colonel et de la graisse du hangar. Elle marchait la tête haute, la posture détendue, mais prête. Elle ne ressemblait plus à une femme de ménage en blouse. Elle ressemblait à une guerrière retournant sur le champ de bataille pour récupérer ses morts. Derrière eux se trouvait le contre-amiral Holloway et son entourage en costume. Le silence dans les urgences était absolu. Les téléphones avaient cessé de sonner. Les résidents qui s'affairaient habituellement avec une hâte prétentieuse étaient plaqués contre les murs, essayant de se rendre invisibles. Audrey ne regarda pas Sterling. Elle ne regarda pas Brenda, qui tremblait derrière le bureau d'accueil. Elle passa devant eux sans s'arrêter, poussant le colonel vers le lit numéro 4. « Il est toujours là ?» demanda Audrey, sa voix rompant le silence. « Oui, maman, » répondit une jeune infirmière terrifiée. « Nous ne l'avons pas déplacé. » Audrey gara le fauteuil roulant du colonel à côté du lit où Silas, le sans-abri, dormait. Elle vérifia doucement le moniteur de Silas. Son rythme cardiaque était stable. La perfusion qu'elle avait réglée quelques heures auparavant, avant que sa vie ne soit bouleversée, faisait son travail. Audrey Silas remua et ouvrit ses yeux collés. Il plissa les yeux en regardant sa combinaison de vol. « Tu as l'air différente. Tu as rejoint le cirque. » Audrey sourit, un sourire sincère et chaleureux que personne parmi le personnel hospitalier n'avait jamais vu. En quelque sorte, Silas, j'ai amené un ami. Il voulait rencontrer l'homme qui me tenait compagnie. Le colonel Sullivan se pencha en avant sur sa chaise, grimaçant légèrement à cause de la douleur dans son abdomen. Il tendit la main, une main qui avait signé des ordres envoyant des milliers d'hommes au combat vers le sans-abri. « Monsieur Silas, » dit Sullivan d'une voix grave, « Audrey m'a dit que vous étiez caporal dans la première infanterie, au Vietnam en 68. » Les yeux de Silas s'écarquillèrent. Il se redressa, ignorant sa nausée. Le brouillard causé par l'alcool et le mal-être sembla se dissiper instantanément. Il regarda le grade de Sullivan, puis sa propre main tremblante. Il l'essuya sur le drap avant de serrer la main du colonel. « Oui, monsieur. »« Kazan, mais ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé caporal. Je ne suis plus qu'un ivrogne maintenant. »« Un marine n'est jamais rien d'autre, » dit Sullivan fermement. « Et vous avez traité ma camarade avec respect, alors que les gens dans ce bâtiment la traitaient comme une moins que rien. Pour cela, vous avez toute ma gratitude et celle de la marine américaine. » Sterling n'en pouvait plus. L'absurdité de la scène, un colonel remerciant un ivrogne sans-abri tout en ignorant le chef de la chirurgie, fit voler en éclats le dernier fil de sa patience. « C'est ridicule !» cria Sterling en s'avançant. Le directeur Pinter tenta de lui saisir le bras, mais Sterling le repoussa. « C'est un hôpital, pas une salle des anciens combattants. Je me fiche de qui vous êtes ou des médailles qu'elle a reçues. Elle a mis en danger un patient dans ma salle de traumatologie. Elle a enfreint le protocole. » Audrey se retourna lentement. Elle quitta le chevet de Silas et marcha vers Sterling. La pièce sembla rétrécir. Le protocole. Audrey répéta d'une voix dangereusement calme. « Oui, le protocole. » Sterling cracha, le visage rouge. « Vous pensez que parce qu'un hélicoptère vous a récupéré, vous êtes au-dessus des règles? Vous êtes infirmière. Vous êtes subordonné au médecin traitant. C'est la hiérarchie. Vous m'avez humilié devant mon personnel. J'ai sauvé la vie d'un homme. » Audrey dit « Monsieur Doug est en soins intensifs. Il est vivant. Si j'avais suivi votre protocole, si j'avais attendu que votre résident cesse de trembler, il serait mort. Votre ego vaut-il plus que sa vie? Docteur, je l'aurais sauvé. » Sterling mentit, sa voix montant jusqu'à devenir un cri. « Je suis le meilleur chirurgien de cet État. Et vous êtes une infirmière de terrain ratée
qui pense que soigner des soldats dans la boue fait de vous un médecin. Vous n'avez pas votre place ici. Audrey s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle le regarda de haut en bas, son regard clinique le disséquant. « Vous avez raison, Gregory, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Cela le frappa comme une gifle. « Je n'ai pas ma place ici parce que cet endroit est brisé. Vous traitez le personnel comme des serviteurs. Vous traitez les patients comme des numéros. Vous traitez les pauvres comme des ordures, » dit-elle en désignant le colonel, puis l'amiral. L'amiral Halloway vient de m'informer que la marine cherche à établir un nouveau partenariat civil-militaire pour la formation en traumatologie, un centre spécialisé dans les polytraumatismes complexes. Ils ont besoin d'un directeur, ricana Sterling. Et laissez-moi deviner, ils vont vous le confier. Vous êtes infirmière. En fait, intervint l'amiral Halloway d'une voix douce et froide. Le poste exige un diplôme de médecine. C'est pourquoi nous avons été si surpris lorsque nous avons consulté le dossier du lieutenant-commandant Hart. Elle n'a pas simplement pris sa retraite en tant qu'infirmière en traumatologie, Dr. Sterling. Halloway sortit un document d'un dossier et le brandit. Après sa 3e mission, la marine a financé ses études de médecine. Elle a obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa promotion à Johns Hopkins. Elle est doublement certifiée en chirurgie traumatologique. Elle a choisi de travailler ici comme infirmière parce qu'elle voulait être au chevet des patients. Elle voulait s'occuper des patients, pas jouer à Dieu. Le silence qui suivit était si pesant qu'il en était écrasant. Sterling ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda Audrey. Il regarda le document. « Vous êtes médecin, » murmura Brenda depuis son bureau, le visage horrifié. « Oui, » répondit Audrey doucement. « Mais je suis d'abord infirmière, et j'en suis fière. C'est dommage que vous ne le soyez pas. » Audrey se tourna vers Sterling. La marine retire son financement à St. Jude's Gregory. Le centre spécialisé en traumatologie va être transféré à l'hôpital universitaire de l'autre côté de la ville, et je vais le diriger. Elle s'approcha d'un pas, baissant la voix jusqu'à murmurer de manière à ce que seul Sterling puisse l'entendre. « Et je vais embaucher toutes les infirmières que vous avez maltraitées. Je vais embaucher les résidents que vous avez insultés. Et je vais vous laisser ici, dans votre royaume vide, sans personne d'autre à blâmer que vous-même. » Sterling tituba en arrière et heurta le mur. Il chercha du soutien autour de lui, mais n'en trouva aucun. Ses résidents regardaient Audrey avec admiration. Pinter, le directeur de l'hôpital, était déjà au téléphone, probablement en train de limiter les dégâts pour sauver sa carrière. « Sortez-le d'ici », lança Pinter aux agents de sécurité en désignant Sterling. « Vous ne pouvez pas faire ça », hurla Sterling, tandis que les agents le saisissaient par les bras. « Je suis St. Jude, je suis cet hôpital. »« Plus maintenant, » dit Audrey. Elle ne le regarda pas se faire traîner dehors. Elle se tourna vers Silas. « Monsieur Silas, » dit-elle doucement, « que diriez-vous d'une chambre privée et d'un repas chaud? Le département des anciens combattants vous réserve un lit dans le nouveau centre. » Silas pleura. Il se couvrit le visage de ses mains rugueuses et sanglota. « Merci, fantôme. » Audrey lui tapota l'épaule. Puis elle regarda le colonel. « Rentrons à la maison, Jim. » Les retombées furent rapides et brutales, exactement le genre de karma que l'Internet adore. En moins de 48 heures, l'histoire de l'infirmière qui était en secret chirurgienne avait fait le tour du monde. La vidéo TikTok n'était que l'étincelle. La diffusion intégrale de la vidéo de sécurité par la marine, expurgée pour protéger la vie privée des patients, mais montrant clairement l'héroïsme d'Audrey et l'incompétence de Sterling, a déclenché une tempête. Le Dr. Gregory Sterling n'a pas seulement perdu son emploi. Le Conseil de l'Ordre des médecins a immédiatement ouvert une enquête sur sa pratique. Des dizaines d'anciens membres du personnel ont raconté des histoires d'abus, de négligence et de comportements toxiques. Il a été poursuivi en justice par la famille d'un patient qu'il avait perdu à cause d'une erreur chirurgicale 3 ans auparavant. Une affaire qui a été rouverte grâce à de nouveaux témoignages concernant sa stabilité. Il a perdu sa licence, sa réputation et son appartement de luxe. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme consultant pour une compagnie d'assurance dans un autre État où il examinait des documents dans un bureau sans fenêtre. L'hôpital Saint-Jude a subi une restructuration massive. Le directeur Pinter a été contraint de prendre une retraite anticipée. La culture des urgences a changé du jour au lendemain, mais il était trop tard pour sauver leur classement en matière de traumatologie. Le financement avait déjà été transféré. 3 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration du centre Hart-Sullivan
pour la médecine traumatologique a eu lieu à l'hôpital universitaire. C'était une belle journée de printemps. L'établissement était à la pointe de la technologie, conçu avec la participation de médecins de combat et d'infirmières chevronnés. Il privilégiait l'efficacité, le travail d'équipe et, par-dessus tout, le respect de chaque membre du personnel. Audrey se tenait au podium. Elle ne portait ni blouse ni combinaison de vol. Elle portait une simple blouse blanche. Sous son nom, la broderie indiquait Audrey Hart, MDRN, directrice de la chirurgie traumatologique. Elle regarda la foule. Au premier rang était assis le colonel Sullivan, désormais complètement rétabli et de retour en service actif, bien qu'il ait pris l'avion spécialement pour l'occasion. À côté de lui était assis le sergent Miller, qui semblait mal à l'aise dans son uniforme de cérémonie. Et à côté de Miller était assis un homme presque méconnaissable, rasé de près, vêtu d'un costume correct et tenant une canne. Silas. Il travaillait comme nouveau chargé des relations avec les patients du centre, aidant les anciens combattants à s'y retrouver dans le système de santé. Il avait l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. Audrey régla le micro. Elle détestait les discours. Elle préférait l'action, mais elle savait que cela devait être dit. Il m'appelait simplement infirmière, commença Audrey. Sa voix résonna dans la cour comme si c'était une insulte, comme si soigner les malades, nettoyer les blessures et tenir la main des mourants était un travail inférieur. Elle fit une pause regardant les rangées d'infirmières qu'elle avait débauchées de Saint Jude. Brenda n'était pas parmi elles. Elle avait complètement abandonné le métier d'infirmière, mais beaucoup de jeunes résidents et infirmières qui avaient souffert sous Sterling étaient là, rayonnants. Sur le terrain, poursuivit Audrey, le grade n'arrête pas une hémorragie. L'ego ne fait pas repartir un cœur. La seule chose qui compte, c'est la personne à côté de vous. La seule chose qui compte, c'est la mission. Nous construisons ce centre sur un seul principe. Personne n'est invisible. Du chirurgien au concierge, nous formons une seule et même équipe. Les applaudissements furent d'abord polis, puis bruyants. Sullivan poussa un « hurrah » qui surprit le maire. Après la cérémonie, Audrey traversa les nouvelles urgences. Elle bourdonnait d'activité. Un hélicoptère atterrissait sur le toit de Medevac, amenant un cas critique. Le Dr Hart, un jeune résident, l'appela en courant vers elle. Traumatisme 1, blessures multiples. Nous avons besoin de vous. Audrey ressentit ce changement familier, le rétrécissement de son champ de vision, le calme dans la tempête. « J'arrive », dit-elle. Elle se dirigea vers la salle de traumatologie. En passant devant un placard à fournitures, elle aperçut un nouvel employé, un jeune homme qui semblait dépassé, aux prises avec un seau à balai dont la roulette était bloquée. Il avait l'air terrifié à l'idée que quelqu'un puisse lui crier dessus. Audrey s'arrêta. Le résident l'attendait, mais cela ne prendrait qu'une seconde. Elle s'approcha du jeune homme, il sursauta lorsqu'elle s'approcha. « Elle se bloque du côté gauche », dit Audrey doucement. Elle donna un coup de pied habile dans la roue, qui se remit en place. « Utilisez vos hanches pour le tourner, pas votre dos. Économisez votre énergie. » Le jeune homme leva les yeux vers elle, stupéfait. Il vit son badge de directrice. « Merci, docteur », balbutia-t-il. Audrey sourit. Elle pensa à Sterling. Elle pensa à la pluie. Elle pensa au long chemin qui l'avait ramenée à elle-même. « De rien, dit-elle. Et si quelqu'un vous cause des problèmes, dites-lui de venir me voir. » Elle se retourna et entra dans la salle de traumatologie, les portes se refermant derrière elle dans un sifflement. Elle était exactement là où elle devait être. L'histoire d'Audrey Hart nous rappelle avec force que la véritable force s'exerce souvent en silence. Alors que le Dr Sterling cherchait à se faire valoir par le bruit et les titres, Audrey imposait le respect par ses actions et son humanité, ce qui nous enseigne à ne jamais sous-estimer les personnes qui nous entourent. Car la personne la plus discrète dans la pièce pourrait bien être celle qui maintient le monde en équilibre. Au final, le karma n'a pas seulement puni les arrogants. Il a élevé les humbles, prouvant que si les titres peuvent être attribués, l'héritage se mérite. Si vous avez aimé cette histoire de justice et d'héroïsme, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fortes sur les héros militaires et le karma dans la vie réelle. Commentez Équipe Audrey ci-dessous si vous pensez que les infirmières sont les véritables héroïnes.